Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation de la N4 qui vient juste de sortir. Donc j'ai reçu les bouquins hier, j'ai eu le temps de les dépiler un petit peu. 175 pages de règles, 275 pages de fluff. Au niveau fluff, l'essentiel des nouveautés au niveau de l'histoire est regroupé dans les 20 premières pages, tout le reste est consacré aux différentes factions et sectorielles. On y retrouve même les factions les sectos tels que Cosmoflot, Mérovingien. C'est plutôt agréable à lire. La situation a bien évolué en 10 ans et pas forcément pour le mieux, parce que si l'opération Défiance a réussi à fermer, en tout cas restreindre l'offensive de l'armée combinée au niveau d'Acheron, les Chasvasti ont réussi à ouvrir un nouveau trou de verre dans le système de Concilium, qui est le cœur de la sphère humaine, le cœur politique et le cœur technologique de la sphère humaine, et à ouvrir un front directement sur Concilium, un nouveau front qui s'appelle le front de... Le trou de verre, c'est le trou de verre Cerberus, et le front d'Helheim. Donc un nouveau front, alors que la situation sur Paradiso s'est pas vraiment améliorée. Ça veut dire qu'on va pouvoir continuer à se battre pendant longtemps, je pense, sur Infinity, parce que la situation est pas vraiment la plus satisfaisante pour tout le monde. Donc l'occasion de se foutre sur la gueule pour essayer de rétablir un peu la situation. Au niveau des règles, on est sur du Code One++. Hein, on retrouve toutes les règles de Code One. Globalement, dans les 80 premières pages, là, on a Code One à droite, à ma gauche, et Infinity N4 à ma droite. Les règles sont écrites exactement de la même manière, c'est vraiment agréable à lire. Les 80 premières pages sont vraiment identiques à Code One, et la similitude ne s'arrête pas là, puisque en termes de taille de table, de durée de partie, on est très très proche. Ce qui est proposé avec cette N4 est assez ambitieux. Et donc on a, en termes des modes de jeu, on retrouve des parties en 1h30. Et au vu d'une première passe sur les règles, je suis tenté de les croire. C'est plus compliqué, plus profond que Code One. Code One reste un format qui est vraiment adapté pour les débutants et pour ceux qui ont envie de faire une partie détendue et un peu casu. On retrouve tous les principes et tous les changements qui ont surpris dans Code One, en termes d'écriture de règles, en termes de coups critiques, en termes d'armement. Il n'y a plus de gabarit d'impact de l'arme. Donc les shotguns ne permettent plus de poser un gabarit directement sur la cible. Ils vont fonctionner en deux modes. Soit en mode gabarit d'impact direct comme un lance-flamme, qui démarre depuis le tireur pour essayer d'atteindre la cible, soit sous forme d'un shot direct. Si on cherche des gabarits d'impact, il faudra se concentrer sur les gabarits circulaires qu'on continuera à poser avec les grenades, les lance-roquettes sur nos adversaires. Donc ça va simplifier grandement cette mécanique de jeu, beaucoup moins de débats sur comment on pose le gabarit. En termes de simplification, il n'y a plus de dégâts de chute également. Si on n'arrive pas à atteindre une surface plane au bout de notre mouvement, on saute pas, tout simplement. On fait idle à la place. Plein de compétences ont disparu ou ont été fusionnées les unes avec les autres grâce à un nouveau mécanisme d'annotation des compétences qui permet de définir un modificateur ou un trait spécifique à cette compétence pour un profil d'unité ou
ou une unité dans son ensemble. Donc plus DDO mais mimétisme -6, plus de lieutenant niveau 2 mais lieutenant +1. Ça réduit grandement le nombre de compétences à apprendre et ça explique pourquoi il suffit de rajouter 75 pages pour partir de Code One et arriver sur la N4. Code One reste encore vraiment le format le plus simple et le plus agréable pour une partie débutante, mais pour de la profondeur et un peu plus de stratégie, N4 est vraiment top. Les règles de couvert sont celles de Code One. Alors, je sais que ça fait débat. Il suffit d'être en contact avec un élément de décor, quel qu'il soit, et que cet élément de décor couvre une partie de la silhouette quand on veut essayer de tracer une ligne de vue avec la cible. Là, tout simplement, pour les parties d'Infinity, on discutera avec notre adversaire pour convenir de ce qu'est un élément de décor et sur quel type de silhouette cet élément de décor applique un couvert. On le faisait déjà pour la N3 pour des tables de type forestière, donc là, on le fera de manière plus systématique, et puis c'est pas grave. Ça va dans le sens de la simplicité et de la clarté, encore une fois, du jeu. Côté armement, au-delà du gabarit d'impact dont j'ai parlé tout à l'heure, on ne peut plus brûler un adversaire avec des munitions inflammables. Les munitions inflammables sont des munitions de dégâts normaux qui infligent des dégâts de type sur du blindage, mais qui possèdent un trait comme dans Code One qui permet de relancer des jets de sauvegarde tant qu'une sauvegarde n'a pas été réussie et du coup de faire des dégâts incrémentaux. Donc 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts, 4 dégâts, tant qu'on rate notre sauvegarde. Donc c'est pas trop grave, ça continue à fonctionner comme avant en fait, l'incendiaire. La seule différence, c'est que du coup, comme il n'y a plus de munitions fire, plus de munitions incendiaires, il n'y a plus d'étapes brûlées, et donc on ne peut plus détruire de l'équipement camouflage ou mimétique ou DDO, ce qui explique aussi la hausse de coût pour ces figurines en N4. À partir de maintenant, si j'ai une troupe qui est camo, elle est camo et elle aura cette compétence camouflage tout au long de la partie. Les munitions choc, elles, bypassent tout simplement l'état inconscient, quel que soit le type de troupe ou son nombre de points de vie, d'où l'importance de la compétence immunité choc dont je reparlerai juste après. Et les Eushavasti, par exemple, sont des types d'état inconscient un peu particuliers, mais qui sont bypassés du coup par la munition choc. C'est très très simple à lire. La règle en elle-même, vous la retrouvez page 72. Quand je vous ai dit que le bouquin est à peine plus épais, hein, page 72, on a donc les munitions choc et tout est décrit sur un tout petit paragraphe, sans aucun problème. En termes de munitions, on retrouvera en ajout par rapport à Code One des munitions Eclipse, des munitions Smoke, des munitions Stun, des munitions T2, et on retrouvera de l'électromagnétique avec des règles un petit peu étendues par rapport à Code One. C'est très très simple à lire, très simple à apprendre. C'est pas forcément nécessaire. Code One, encore une fois, pour démarrer, est très très bien, mais il y a juste 3 pages de munitions qui regroupent toutes les règles dont on a besoin au niveau de nos armes, suivies de règles sur les mines, et puis surtout sur les armes de périmètre, qui changent énormément, et ça c'est un point très important qu'on n'avait pas vu encore au niveau des règles. Tout ce qui est Crazy Koala, Mad Trap fonctionne différemment à présent. Elle ne se déploie plus en même temps que le porteur sur la table de jeu et elle ne se déplace plus. À présent, les Mad Traps font partie de l'équipement qui est présent dans le sac à dos de la troupe et lorsqu'elle choisit de la déployer, c'est pour la placer dans sa zone de contrôle et elle y reste, elle ne bouge plus. Donc on ne pourra plus utiliser les Crazy Koala et les Mad Traps pour déclencher des mines, mais ça avait déjà été faqué, ou pour foncer sur l'adversaire afin de provoquer des réactions. À la place, elles se placent une fois pour toutes lorsqu'elles sont positionnées par leur porteur,
et elle s'active lorsque un adversaire agit ou réagit dans leur zone de contrôle pour l'immobiliser ou lui infliger des dégâts. Donc c'est encore une fois simple, efficace. J'avoue que je perds énormément de temps lors de mes déploiements pour réussir à placer de manière optimale mes Crazy Koala sur la table de jeu afin qu'elles évitent de se couvrir mutuellement et qu'elles soient déclenchées simultanément. Donc là, ça me permettra de me déployer beaucoup plus vite. On parlait des munitions choc, les règles d'immunité ont un peu évolué. Elles sont pas très éloignées de ce qu'on avait fini par prendre l'habitude en N3 avec les dernières facs, notamment bioimmunité, qui n'est plus une règle d'immunité, mais une règle qui permet tout simplement de choisir, en complément d'éventuelles autres règles d'immunité, qui permettent de choisir systématiquement le type de sauvegarde que l'on fait, armure ou protection biotechnologique. Du coup, c'est très simple, on choisit la plus forte et puis on s'y tient, parce que ça marche pour tout type de munitions et tout le temps. Et puis, les règles d'immunité, qui sont toujours présentes, mais qui ont un peu évolué, puisqu'il y a de nouveaux types d'immunités qui apparaissent. Immunité à un type de munition où immunité totale continue à fonctionner comme on en a pris l'habitude, avec une attaque qui devient une attaque normale et qui est ignorée si jamais cette arme ou cette munition est de type non létal. Cette règle, elle est complétée par une règle d'immunité critique qui permet d'ignorer le dé de sauvegarde supplémentaire imposé par l'écho critique dans Code One et dans la N4. Immunité à une munition, immunité critique sont ignorées lorsque l'on a affaire à une attaque de com, donc une attaque de hacking ou une attaque d'équipement style Zapper. Et on a l'immunité face à un état qui permet de couvrir élégamment ce qu'on connaissait déjà avec les tags de l'IE qui étaient immunisés aux programmes qui permettent de les posséder. Donc là, on pourra avoir tous ces tags de l'armée combinée auront l'immunité possession, et on n'est pas à l'abri d'avoir dormi dans quelques minutes des troupes qui seront immunisées aux états isolés, à un état choc, comme on le connaît, ou à des états comme ciblés. Voilà, donc la règle d'immunité, elle est encore une fois simple, rapide à comprendre, il n'y a pas de souci. Côté combat, toujours, Berserker est fusionné avec la règle d'assaut, et donc on pourra, à l'état en activant Berserker, l'utiliser comme un ordre entier pour réaliser mouvement et attaque de corps à corps, en profitant d'un modificateur positif au corps à corps qui sera présent en annotation de la compétence. Comme pour la N3, Berserker transforme les jets d'opposition en jets normaux, ce qui permet donc au Berserker d'avoir plus de chances de blesser, mais l'expose toujours à une réaction qui pourra le tuer. Toujours au niveau corps à corps, toutes les compétences de corps à corps sont devenues complémentaires. Berserker est la seule compétence active de corps à corps que j'ai pu voir. Arts martiaux est une compétence automatique. La table a été réécrite, on l'avait déjà vu pour Code One, et c'est celle de Code One qui est conservée, donc pas de surprise de ce côté-là. Le dernier niveau, le niveau d'arts martiaux que l'on a sera toujours le niveau que l'on sélectionnera, puisque c'est celui qui filera toujours le meilleur bonus. Les niveaux d'arts martiaux donnent des bonus cumulatifs, des bonus de plus en plus forts. Donc ça changera, ça accélérera le jeu. On aura juste à retenir pour chacun de nos combattants le niveau d'arts martiaux et les bonus auxquels il a droit. Petit regret, il faudra être niveau 5 pour pouvoir bénéficier d'un bonus de rafale. Ça, c'était le truc le plus puissant d'arts martiaux, et c'est normal qu'il faille le payer. Mais on n'aura plus besoin de chercher quel coup d'arts martiaux on va jouer suivant la situation.
notre niveau d'arts martiaux nous donnera directement le bonus auquel on a droit, et on n'ira pas chercher ailleurs. En termes de corps à corps, e-call disparaît pour être remplacé tout simplement par corps à corps avec un modificateur négatif. Les autres compétences peuvent toutes s'activer en même temps que Berserker. Garde permet de déclencher une attaque de corps à corps, mais ça on l'avait vu dans sa zone de contrôle en envoyant le toutou se battre à notre place, ce qui permet de faire des auras très très efficaces, puisque on n'a pas une rafale de 1, mais on s'en fout, on est sur du corps à corps, mais on est aussi en tour réactif. Et par contre, on peut exploiter tous les bonus d'arts martiaux à distance pour réussir à infliger des coups critiques. Donc ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que j'aurais oublié également? Non, c'est à peu près tout pour tout ce qui est armement, combat. On va passer à présent au hacking. On avait eu un bon teasing la semaine dernière qui avait fait craindre un petit peu un nerf pour les hackers. Il n'en est rien. Les tables de hacking que vous avez pu voir sur Internet ces derniers jours sont toutes avérées exactes. Maintenant, on a des hackers qui vont être tous complémentaires. Moins de types de hacking différents, mais chacun a sa place. Tout ce qui est programme de support est présent côté Evo Hacking Device, donc il faut un drone Evo Hacker pour pouvoir booster d'autres drones ou améliorer les sauts de combat. Sauts de combat, le programme saut de combat qui donne à présent un bonus en tour actif et un malus à l'adversaire lorsqu'il veut faire son saut. Ce qui tombe bien puisque les règles de saut de combat ont aussi évolué un petit peu. On récupère toutes les règles ITS, c'est-à-dire plus besoin de poser un gabarit sur la table. Et en plus, il n'y a plus de déviation. Donc c'est simple, je réussis mon jet, je me positionne là où j'ai prévu de le faire et je reste où je reste sur la table. Si je rate mon jet de saut de combat, je reviens comme un jet d'initiative raté sur mon bord de table et je me redéploie sans bénéficier des états marqueurs. Donc voilà, simple, efficace, plus de déviation, plus du tout de déviation dans le jeu. On avait déjà perdu les déviations de grenade en N3, ben là avec la N4, il n'y a plus de déviation en saut de combat, ça va être rapide, ça va être simple. Ça c'est pour le Evo Hacker. Le Hacking Device, vous me direz, ben, il récupère tous les programmes de hacker d'assaut, puisqu'il perd ses programmes de support. Mais ces programmes de hacker d'assaut deviennent vachement intéressants. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les états évoluent, et il y a très très peu d'états maintenant que l'on perd automatiquement à la fin du tour ou à la fin du tour suivant. Que je m'explique. Ça veut dire que lorsque je vais utiliser Spotlight pour balancer un état targeted à mon adversaire en dehors de ma zone de contrôle, cet état, il va rester tout au long de la partie jusqu'à ce que mon adversaire, la cible, réussisse à faire un jet de reset avec un malus de volonté de -3. Et ce genre de mécanique est également valable pour les états immobilisés, les états isolés. Donc tous ces programmes de hacking dont disposent les hackers vont être persistants et ça va permettre d'en bénéficier plus longtemps et ça va rendre l'utilisation de ces programmes beaucoup plus intéressant. Après, bien évidemment, nos adversaires vont pouvoir sortir plus facilement de l'état immobilisé, on l'avait vu avec Code One. Sur un programme de hacking, l'immobilisation, on en sort avec un reset, un jet de volonté à -3. Lorsqu'on utilise des munitions collantes, on va faire un jet de physique à -6 à n'importe quel moment, sous forme d'aura ou sous forme d'une action, pour pouvoir sortir l'état immobilisé. Et isolé, c'est pareil. Il faut faire un jet de volonté à -9. Alors c'est compliqué, mais c'est faisable, sans avoir besoin de systématiquement demander à un ingénieur, ce qui pourra toujours être fait, d'annuler cet état. D'accord? État isolé qui est vachement plus intéressant pour le hacker, puisque l'état isolé permet donc toujours d'exclure la troupe ciblée de la réserve d'ordre, mais ça permet en plus, ce qui n'était pas à mon sens le cas avant, de désactiver tout un tas d'équipements, y compris des hacking devices. Quand on voit que Carbonite est un programme
Alors, pas Carbonite. Quand on voit que Oblivion est un programme qui permet donc d'isoler en réaction et en tour actif avec une rafale 1, on l'utilisera en réactif, hein. On va pas s'ennuyer, on va pas s'en priver. En infligeant des dommages 16 avec un effet pénétration d'armure. Oui, pénétration d'armure, puisque comme dans Code One, les munitions sont applicables à la BTS ou à l'armure. C'est l'arme qui indique quel est le type de sauvegarde que l'on va faire. Là, dans le cas du hacking, on va faire une sauvegarde sur la protection biotechnologique AP, donc divisé par 2. Et si ça passe, notre cible est isolée pour un petit moment et on va l'utiliser surtout pour se défendre face au killer hacker. Et ben si cette défense elle est réussie, on va cramer son dispositif de hacking. Et là, du coup, les killer hackers qui coûtent pas très cher, mais qui n'ont plus accès qu'à Trinity et Cybermask. Alors Trinity, c'est quand même le meilleur programme d'attaque pour blesser un hacker adverse, parce que ça a un bonus de plus 3, dommage 14, rafale de 3, mais ça ne bypasse plus les firewalls, donc ce plus 3 permet juste d'annuler un firewall à moins 3. Et bien ce killer hacker, il va quand même devoir faire très attention à Oblivion s'il ne veut pas perdre son dispositif de hacking. À côté de ça, on a White Noise qui est relégué au Hacking Device Plus. Et un programme bonus, Zero Pain, qui facilite la défense contre les killer hackers en permettant de lancer 2 dés pour annuler l'attaque du killer hacker ou de toute autre attaque de type com. Donc, en infligeant un -3 à l'adversaire, ça permettra à certains hackers qui en disposent de se défendre plus facilement contre les killer hackers et de se positionner de manière un peu plus offensive. On verra quelle troupe en bénéficie. C'est plutôt sympa au niveau du hacking, c'est du coup équilibré puisque les hackers ont des moyens de se défendre contre les killer hackers, même s'ils coûtent un peu plus cher, et surtout, ils ont une efficacité qui est vraiment renforcée puisque leur effet ne disparaît pas automatiquement. Alors, que dire des autres modifications ? Je vais passer assez vite, hein. Je vous laisserai regarder un peu ces 175 pages de règles. Les tables métachimie et butin ont évolué. Il n'y a plus différents niveaux de métachimie et de butin. Il n'y en a plus qu'une table métachimie et une table butin, sur lequel on va lancer un jet au début de la partie. Éventuellement, ce jet, certaines troupes auront peut-être des options pour pouvoir les relancer, afin d'avoir un choix entre ce qu'ils récupèrent via métachimie ou via butin. La modification la plus notable, c'est la table butin, puisque la moto disparaît, ce qui évite tout un tas de prises de tête avec des silhouettes 3 qui tout d'un coup deviennent silhouettes 5 à moto, et qui se retrouvent des fois bloqués à l'intérieur d'un bâtiment, parce qu'ils ne peuvent plus passer à travers la porte dans lequel dans le bâtiment, qui permet de sortir du bâtiment dans lequel ils étaient rentrés. Sixième sens a également évolué. Ça va encore faciliter le jeu, puisque sixième sens ne permet plus de retarder la déclaration d'une aura en toute situation, mais va permettre d'ignorer la compétence Stealth, donc de réagir tout le temps, et d'ignorer des modificateurs qui sont applicables dans des situations où on n'a pas de ligne de vue. Ces situations, elles sont clairement identifiées. C'est lorsqu'on tire en réponse à un tir à travers du fumigène, en réponse à un tir qui est en dehors de notre ligne de vue. Donc, sixième sens, c'est directement sixième sens niveau 2. Et lorsque l'on subit des modificateurs liés à l'attaque surprise ou liés à une tentative d'esquive alors qu'on est au corps à corps et qu'on se fait tirer dessus par quelqu'un qui est hors du corps à corps. Ça, c'est plutôt sympa, ça fiabilise vraiment les réactions avec sixième sens. Les troupes impétueuses, elles évoluent comme prévu, à savoir que le mouvement impétueux se fait maintenant par défaut en direction de la zone de déploiement adverse, et une troupe impétueuse n'est obligée de se rapprocher d'un adversaire que s'il peut réussir à atteindre un corps à corps avec son mouvement. Si c'est pas le cas,
il va en direction de la zone de déploiement, mais faites très attention sur la lecture de cette règle, il y a une petite typo. Alors c'est une règle qui est présente page 101, et page 101, voilà, mouvement impétueux. Il faut faire très attention sur la lecture de cette règle. Cette restriction de mouvement, contrairement à ce que la notation laisse supposer, ne s'applique qu'à tous les mouvements réalisés durant la phase impétueuse. Mais pendant tout le reste de la partie, la figurine va pouvoir se déplacer comme elle le souhaite. On n'a toujours pas le bénéfice du couvert partiel lorsqu'on a une troupe impétueuse, mais on va pouvoir jouer des troupes impétueuses beaucoup plus rapidement. Sachant qu'il n'y a plus d'extrêmement impétueux, cette phase impétueuse, on va pouvoir, alors que je revérifie d'ailleurs, on va pouvoir la jouer en s'avançant de la ligne, vers la ligne adverse, en réalisant en utilisant toute sa valeur de mouvement. Et ce mouvement impétueux, il est optionnel, toujours. Donc ça va être rapide à jouer et simple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes de règles? Plein de petits changements sur la formulation des règles telles que celle de Remdriver, les graines embryos qui sont beaucoup plus claires. Les bagages importants qui vont pouvoir... La règle bagage va pouvoir être activée lorsqu'on est dans la zone de contrôle du drone, pas uniquement encore en contact avec ce drone, donc on va pouvoir en profiter beaucoup plus souvent. On va pouvoir aussi passer en tir de suppression en début de partie en tant que joueur 2, mais faites attention, c'est un usage stratégique de jetons de commandement. Donc si on décide d'utiliser cette option pour passer en tir de suppression, déjà on le fait pour une seule troupe, on ne peut pas utiliser 50 jetons de commandement pour passer en tir de suppression au tour 1 en tant que joueur 2, et en plus, on perd l'opportunité d'infliger d'enlever 2 ordres à l'adversaire ou de limiter l'utilisation de ces jetons de commandement au premier tour, donc il faudra bien y réfléchir. Voilà, plein de petites clarifications, le jeu va vraiment être agréable. Reste à voir la place que pourra prendre Code One à côté d'Infinity N4, puisque cette N4, elle est vraiment plus simple, elle est vraiment plus agréable à jouer, plus profonde tactiquement, mais je pense qu'on pourra faire des parties en moins de 2 heures à Infinity sur un format N4 sans avoir besoin de passer systématiquement à Code One pour jouer plus rapidement. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je dépilais bien ce qui se passe dans le Army, et puis à bientôt sur cette chaîne ou sur d'autres vidéos. Notamment, je vous invite à regarder la chaîne Papa Wargamer qui va regarder beaucoup plus attentivement et avec beaucoup plus de détails les différentes évolutions au niveau des règles.